Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans un sujet incontournable pour quiconque investit dans l'immobilier, la déclaration des revenus fonciers. L'idée c'est de rendre tout ça beaucoup plus simple et clair pour 2026. Allez, on y va? Alors, si on est propriétaire et qu'on loue un bien, la déclaration des loyers, ça peut vite ressembler à un vrai casse-tête. Mais pas de panique, on va décortiquer ça ensemble, tranquillement, pour bien comprendre les règles du jeu. Bon, avant de se lancer dans les calculs et les stratégies, il faut poser les bases. De quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce que l'administration fiscale appelle un revenu foncier? En théorie, c'est simple. Ce sont les revenus qui viennent de la location de biens immobiliers nus. Et ce mot nu, c'est-à-dire non meublé, il est absolument capital. C'est vraiment la clé qui sépare deux mondes fiscaux complètement différents. Et là, on se rend compte que c'est bien plus large que le simple loyer de l'appartement du centre-ville. Ça inclut aussi la location d'un terrain, d'un étang, ou même des revenus plus surprenants comme un droit d'affichage sur un mur. Et bien sûr, ça concerne aussi les parts de société comme les fameuses SCI. Et maintenant, voyons ce qui n'en fait pas partie. C'est tout aussi important. Le cas le plus courant, la location meublée. Là, attention, on bascule dans une autre catégorie, les BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. C'est une autre déclaration, d'autres règles. Pareil pour la vente d'un bien, ce n'est pas un revenu foncier, mais une plus-value avec son propre système d'imposition. Ok, maintenant que le périmètre est clair, on arrive au cœur du réacteur, la stratégie. Parce qu'en matière de revenus fonciers, il y a un choix vraiment déterminant à faire entre deux régimes d'imposition. Et voici le grand duel. Microfoncier contre régime réel. D'un côté, le microfoncier, c'est la simplicité, avec un abattement automatique de 30% pour toutes les charges. Pas de calcul. De l'autre, le régime réel, c'est la précision. On déduit chaque dépense au centime près. Le choix va dépendre des revenus, bien sûr, mais surtout du vrai montant des charges. Allez, zoom sur le premier concurrent, le régime microfoncier. C'est l'option zéro prise de tête, pensée pour être rapide et efficace. Le chiffre à avoir en tête, c'est lui, 15 000 €. Si les loyers bruts de l'année sont en dessous de ce montant, on peut bénéficier du microfoncier. C'est la condition principale. Et voilà la botte secrète du microfoncier, un abattement de 30%. En gros, le fisc considère que les charges représentent 30% des loyers et puis c'est tout. Pas besoin de garder la moindre facture, aucun calcul à faire. On est donc imposé sur 70% des loyers. Simple, non? Du coup, le calcul devient un vrai jeu d'enfant. On prend le total des loyers encaissés sur l'année, on retire 30% et hop, on a notre revenu foncier net imposable. Il n'y a plus qu'à inscrire ce chiffre dans la bonne case de la déclaration. Mais attention, petit point de vigilance très important. Si les charges réelles dépassent les 30%, on a le droit de choisir le régime réel, même avec moins de 15 000 € de loyer. Sauf que ce choix n'est pas anodin. Il nous bloque dans ce régime pour 3 ans. Il faut donc être sûr de son coût et bien prévoir les dépenses à venir. Passons maintenant à la deuxième option, le régime réel. C'est plus de travail, c'est sûr, mais ça peut être beaucoup plus intéressant si on a pas mal de charges. La formule est hyper logique. On prend les loyers qu'on a touchés et on soustrait toutes les charges qu'on a vraiment payées dans l'année. Ce qui reste, c'est le revenu net sur lequel on sera imposé. Le principe est simple, mais tout l'enjeu est de savoir ce qu'on peut déduire ou pas. Et c'est là que le régime réel montre toute sa force. Regardez un peu tout ce qui est déductible. Les gros travaux comme refaire une toiture, les frais d'agence ou de syndic, les assurances, la taxe foncière et bien sûr, le gros morceau, les intérêts de l'emprunt. Chaque ligne, c'est de l'impôt en moins. Ah, et un petit détail sympa à connaître. Pour toutes les petites dépenses de gestion du quotidien, le téléphone, les lettres, les petits déplacements, pas la peine de tout noter. Il existe un forfait de 20 € par an et par logement. C'est un petit coup de pouce qui simplifie la vie. Ok, on continue avec le régime réel et on aborde un point super important. Que se passe-t-il si, après avoir tout déduit, les charges sont plus élevées que les loyers? C'est simple, si les dépenses sont supérieures aux recettes, on crée ce qu'on appelle un déficit foncier. Et ça, loin d'être un problème, c'est en fait un formidable outil pour optimiser sa fiscalité. Alors, comment ça marche? Eh bien, une partie de ce déficit va pouvoir venir en déduction des autres revenus, comme les salaires par exemple. Ça fait baisser l'impôt global de l'année. Et ce qui n'est pas utilisé tout de suite n'est jamais perdu. On le met de côté pour réduire les impôts des années suivantes. Et voici le deuxième chiffre magique du jour, 10 700 €. C'est le montant maximum de déficit foncier qu'on a le droit de déduire de son revenu global chaque année. C'est une limite cruciale à connaître, notamment pour planifier de gros travaux. Mais alors, si le déficit est plus grand que 10 700 €, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, la part du déficit qui vient des intérêts du crédit et tout ce qui dépasse les 10 700 €, on le garde précieusement de côté.
Ce stock pourra être utilisé pour effacer les futurs revenus fonciers pendant 10 ans. C'est vraiment un mécanisme de report sur le long terme. On arrive presque au bout du chemin. Une fois qu'on a calculé notre revenu foncier net, qu'il soit positif ou nul, il y a une dernière chose à ne pas oublier, le coup de sifflet final, les prélèvements sociaux. Oui, en plus de l'impôt sur le revenu, il faut ajouter ces prélèvements sociaux, qui sont de 17,2% au total. Ce taux comprend la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité. C'est une part importante de la note finale, à ne surtout pas oublier dans les calculs de rentabilité d'un investissement. Et on termine avec la petite astuce à connaître absolument. Une partie de cette CSG qu'on vient de payer, plus précisément 6,8 points, est déductible du revenu imposable de l'année d'après. C'est un petit bonus fiscal qui fait toujours plaisir. Pensez-y bien au moment de remplir la déclaration suivante. Voilà, c'est sur cette note d'optimisation qu'on se quitte. Merci de nous